Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Wildfire Game Dev FR, je m'appelle Nathan et aujourd'hui on continue notre découverte d'Unity avec la création de notre premier personnage. Nous nous retrouvons donc sur Unity. Avant de commencer à manipuler pour la création de notre personnage, nous allons faire un tout petit point sur Git parce que nous allons créer notre première branche afin de pouvoir travailler sur la création du personnage sans modifier, casser ni rien de ce que nous avons fait dans les épisodes précédents. Donc pour cela, je vous invite à lancer GitHub Desktop. Pour ceux qui ont suivi Git, ceux qui ne l'auront pas fait, vous pouvez skip jusqu'au prochain timecode disponible dans la description. Donc, une fois GitHub Desktop ouvert, nous allons pouvoir donc créer notre nouvelle branche. Donc c'est grosso modo une nouvelle timeline dans laquelle on va pouvoir faire des modifications à notre projet et sans que ça impacte ce qui a déjà été fait sur la branche actuelle de développement. Une fois qu'on aura fini et qu'on sera sûr que le travail que nous avons fait sur cette branche nous convient, on pourra après tout remettre dans développement en faisant ce qu'on appelle un merge. Ça, on le verra d'ici probablement le prochain épisode. Donc pour cela, nous allons cliquer sur Current Branch en haut, là où vous avez Current Branch Development, ou Main si vous avez gardé la valeur par défaut, enfin le nom par défaut. Et ici, alors on voit que dans Recent Branches, moi j'ai déjà une branche qui s'appelle Tuto Caractère. C'est la branche sur laquelle j'ai préparé en fait l'épisode actuel. Donc nous, on va cliquer ici sur New Branch et sélectionner un nom. On peut soit nommer directement la branche, par exemple caractère, ou si on veut les ranger un peu, on a le droit de faire par exemple feature slash caractère. Caractère, voilà. Donc là, vous faites feature slash caractère. En fait, ça va créer entre guillemets un dossier feature dans lequel on va ranger la branche feature slash caractère. Et voilà notre nouvelle branche de créer. On pense évidemment à la publier, à la publish branch. On clique sur publish branch ici dans l'encadré bleu. Et la branche est désormais en ligne. Donc là, on va pouvoir commit les prochains changements que nous allons faire. Et ça va nous permettre de tout regrouper sur cette branche sans toucher à ce qui a été fait sur développement. Et si on revient sur Unity, vous voyez que rien n'a changé parce que pour l'instant, notre branche a le même point de départ que développement. Enfin, a le même point de départ. On part de la fin de développement, donc l'état actuel du projet. Maintenant que notre mise à jour des branches Git sont faites, nous allons nettoyer un peu ce que nous avons fait sur les épisodes précédents, parce qu'il y a plusieurs choses dont on ne va plus avoir besoin. Notamment dans les scripts, nous allons garder Object Translator, parce qu'on va faire encore un ou deux petits parallèles dessus pour que vous compreniez bien. Par contre, le script MyComponent, on peut le supprimer. Donc on le sélectionne, clic gauche, et on appuie sur Supr. Ou vous pouvez faire clic droit, Delete directement. On garde Object Translator parce que on va encore en parler un tout petit peu. Revenons sur Assets ici. On va nettoyer encore un tout petit peu. Par exemple, ici, ce truc-là qui s'appelle README, on n'en a pas besoin. Vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez. Moi, je le supprime. Voilà. Et le dossier tutorial info, pareil, on peut supprimer sans problème. Voilà. Après ça, nous allons pouvoir faire un nouveau dossier, donc clic droit dans la fenêtre de Project, Create Folder. On va l'appeler Materials avec un M majuscule, voilà, parce qu'on va, durant cet épisode, créer au moins un nouveau matériel. Donc on va se faire un petit dossier pour bien les ranger et on va prendre le matériel rouge que nous avions déjà créé et le drag and drop dans le dossier matériel, tout simplement. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Petite astuce, là, dans le projet, dans le dossier projet, vous voyez qu'on a des grosses icônes ici. Ça peut être modifié. En bas à droite de la fenêtre projet, vous avez un petit curseur qui permet de grossir et réduire les icônes. Vous pouvez faire des très grosses icônes, mais si vous le glissez à fond sur la gauche, voilà, vous voyez, dès que vraiment je suis à fond sur la gauche, en fait, on passe en vue ligne. Et personnellement, je préfère. Donc à partir de maintenant, je vais conserver l'affichage comme ça, sous forme de liste.
Si ça ne vous va pas, rien ne vous empêche de conserver le dossier sous forme d'icônes, de gros icônes. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, on va retourner sur Git, et vous voyez qu'il y a plusieurs modifications qui ont été faites. On va toutes les garder, et on va faire notre petit commit entre deux, parce que sur cet épisode, il va y avoir beaucoup de changements qui vont être apportés au projet. Donc, on va faire plein de petits commits tout au long de l'épisode. Voilà. Donc là, on va juste l'appeler cleaning project. Voilà. Remove useless files. Ouais, voilà, un truc comme ça. Voilà. Et on clique. Donc, comme d'habitude, commit to feature character. Là, vous voyez bien qu'en fait, la branche, le nom de la branche a bien changé. On est bien sur la bonne branche current feature character. Voilà. Et on n'est pas obligé de push tout de suite vers l'origine. On a un commit qui est prêt qui est prêt à partir. On peut, voilà, on peut attendre d'avoir plusieurs commits. C'est ce qu'on va faire. On va attendre d'avoir plusieurs commits pour push. C'est aussi une bonne méthodologie parce que, une fois de plus, quand on travaille avec plusieurs personnes, on peut avoir énormément de push qui sont faits régulièrement. Et si vous êtes à plusieurs à travailler sur les mêmes branches, ça peut être un peu contraignant. Donc c'est bien de faire plein de petits commits, mais des push moins réguliers. Vous pouvez faire des commits très régulièrement. Dès que vous faites une étape un peu importante, bam, petit commit, petit commit, petit commit. Et à la fin de matinée, milieu de matinée, j'en sais rien, avant de partir en poste, ce que vous voulez, paf, on fait un push, comme ça, tout est envoyé sur le serveur, on est tranquille. Maintenant que cela est fait, nous allons faire une mise à jour, petite mise à jour de la scène, parce que pareil, là, va y avoir 2-3 modifications. On va pouvoir se séparer de plusieurs choses. Notamment le cube rouge ici, on n'en a plus besoin. On peut le supprimer, donc pareil, on le sélectionne, hein, on vérifie bien que nous sommes dans l'onglet scène, pas dans l'onglet game, parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir le sélectionner. On se met dans l'onglet scène et clic gauche sur l'objet, et pareil, soit clic droit delete, soit la touche supr du clavier. Voilà. Le ground, on va pas y toucher, pas pour l'instant. Le cylinder, pareil, on le sélectionne. Et petit point, au passage, vous voyez qu'on a supprimé le script myComponent qui était appliqué à notre objet cylinder. Et là, on voit bien qu'Unity nous dit, attention, impossible pour moi de retrouver le script myComponent. Voilà. Et donc à ce moment-là, on pourrait faire un petit clic droit sur ce component qui s'appelle script, ce component vide, et lui dire remove component, tout simplement, pour qu'Unity arrête d'essayer de le retrouver. Mais bon, nous, de toute façon, on supprime l'objet cylinder. Voilà. Et donc ground, ici, on va y toucher un tout petit peu. Vous voyez que par rapport au zéro de la scène, qui est donc au niveau de la grille du bas, là, la grille est vraiment sur le zéro, on voit que notre cube dépasse de moitié. Ça, personnellement, je préfère que le haut du cube qui représente mon sol soit au même niveau que le zéro. Donc je le descends de 0,5 parce que notre cube fait 1 de hauteur. Donc voilà, je le descends de sa moitié et on voit que là, il est bien aligné sur le sol. Voilà, la grille passe vraiment pile dessus, c'est super. On va lui donner une taille un peu plus importante. On va le mettre en 100 par 100. Voilà, ça va nous faire une zone de jeu un tout petit peu plus intéressante parce que on va avoir un caractère qui va être capable de se déplacer. Enfin, on va avoir un personnage FPS. Alors personnage, attention, il n'y aura pas de bras, il n'y aura pas de jambes, il n'y aura rien, hein. Mais juste, on va être capable de se déplacer dans la scène. Donc, on va se faire une scène un tout petit peu plus sympathique. Voilà. Donc 100 par 100, le reste on n'y touche pas. Voilà, ça c'est très bien. On va continuer de ranger un peu plus avec notamment la hiérarchie. Donc sur la gauche ici, on va sélectionner la main camera, la directional light et le global volume. Donc vous maintenez CTRL et vous cliquez sur chacun d'entre eux, ça va les sélectionner tous au fur et à mesure. Et là, on peut directement les drag and drop et les déplacer par exemple directement dans Game. Voilà. Juste, pardon, la caméra en fait, vous la reprenez et vous la remettez à l'extérieur de notre GameObject vide ici qui s'appelait Game. Voilà. Donc dans ce GameObject, on va y mettre tous les objets liés au jeu, mais qui existent dans la scène, qui ne sont pas manipulés, manipulables, quoi que ce soit. Voilà. On va tout stocker à l'intérieur, comme ça sera plus propre. On va juste garder main camera ici, on va la laisser là, on y touchera un tout petit peu plus tard. Et voilà. On va pouvoir créer un nouveau matériel.
pour le ground ici parce que il est tout gris, c'est super, sauf que quand on va se déplacer dessus, on va avoir beaucoup de mal à visualiser le déplacement parce qu'on va, on va évaluer sur une surface plane sans aucune couleur différente et on n'a aucun élément sur cette surface qui va nous permettre d'avoir une idée de la perspective et donc de la vitesse de déplacement, ce qui est très désagréable quand on teste. Et pour remédier à ça, on va créer un matériel ici. Donc, on va dans notre dossier Materials qu'on a créé, clic droit, Create, Material. On va l'appeler Matte Ground. Voilà. On appuie sur Entrée. Et on va lui donner une texture. La texture pour lui donner dans la fenêtre d'inspecteur ici, sur notre Material Matte Ground, dans la catégorie Surface Inputs, vous avez un champ qui s'appelle Basemap. C'est sur ce champ-là que nous avions modifié la couleur pour le matériel Matte Red. Nous, on va sur le même champ, on va cliquer sur le carré. Vous voyez qu'il y a un carré à gauche. On clique en fait sur le petit rond qui est entre Basemap et le carré, voilà. Ce qui nous permet de sélectionner quelque chose à mettre dans ce carré qui représente en fait la texture. Et on va choisir le Default Checker Gray qui est fourni par Unity. Ça va donner, en fait, ça va faire des carrés de différentes couleurs, ce qui va permettre de beaucoup mieux comprendre qu'on se déplace en fait. Un peu si vous avez déjà vu des vidéos de tests scientifiques, quand ils font du slow motion, vous voyez qu'il y a toujours quelque chose derrière qui permet d'évaluer en fait le déplacement. Là, c'est quasiment le même système. On peut lui donner une couleur à cette texture qui est qu'en nuance de gris, donc on va pouvoir lui donner une petite couleur. Personnellement, j'aime bien partir sur un gris assez foncé. Je trouve ça sympa. On reste toujours dans le rouge et on crée un gris un peu foncé, voilà, qui est très légèrement rougeâtre. Et on peut prendre directement notre matériau matte ground ici et on le drag and drop sur notre sol, sur notre object ground. Voilà. Alors là, par contre, vous voyez qu'il est, y a que 4 carrés. Il est très étiré. C'est voilà, c'est très moche d'ailleurs. Enfin, vous voyez que là, on voit quasiment pas la jointure entre les deux. Enfin voilà, c'est là, ça c'est lisible. Vraiment, c'est pas. Si on se met dans l'onglet game, vous voyez que on voit quasiment rien. Ça sert à rien. Donc on va modifier deux autres petits paramètres pour que ce soit beaucoup plus agréable. Déjà, le smoothness ici. Si on l'augmente, on voit qu'on a un aspect beaucoup plus, on a un gros reflet, on a un aspect presque mouillé. Donc nous, on va le descendre à 0 et là, on a un aspect beaucoup plus doux. Voilà, on n'a pas cet effet mouillé qu'on avait, voilà, ça va être beaucoup plus visible. Et ensuite, on va modifier juste un peu plus bas le tiling, toujours dans Surface Input, le tiling, qui va nous permettre en fait de répéter la texture selon une certaine valeur en X et en Y. Notre objet, il fait 100 par 100, donc le plus simple, c'est de faire 100 par 100. Voilà. Et là, vous voyez que tous ces multipliés, nos petits carrés ici, maintenant, sont dans un espace de 1 par 1. Et donc, chaque petit carré de la même couleur ici représente 0,5 par 0,5. Pour vous donner l'exemple, vous allez voir que c'est très pratique aussi pour faire du level design. Je vais créer un cube ici dans la fenêtre, dans la hiérarchie. Je clique droit, 3D Object, cube. On va le mettre en 0, 0. Voilà, et vous voyez que si je le sélectionne, alors on va le monter un tout petit peu. Ah oui, alors là, ce que je suis en train de faire, c'est je maintiens contrôle et je déplace l'axe. Et du coup, on déplace selon la valeur ici. Vous voyez là, à côté de pivot global, on a ici 0,5. C'est pour le snapping sur la grille. Quand je maintiens contrôle et que je déplace sur un axe, on déplace de 0,5 en 0,5. Si on regarde la valeur de mon transform sur Z, là on est à 0,5, 1, 1,5, 2, etc. Et donc on voit bien que l'objet, il est bien réparti. Vous voyez que notre objet qui fait 1 par 1, en fait, englobe un carré de 4 cases, de 4 petites cases. Voilà. Donc de cette manière, en fait, c'est assez facile de venir le snap correctement et d'espacer des objets. Voilà, là, je sais que j'ai un espace strictement de 1, de 0,5. Voilà, on peut s'amuser à placer les objets comme ça en maintenant contrôle pour faire du snapping et déplacer et poser les objets. Voilà, très pratique. Et pour le déplacement du joueur, ça va nous permettre de beaucoup mieux visualiser ce qui se passe. Voilà. Et une fois que ceci est fait, on pense à faire notre petit commit qu'on va appeler update scene. Voilà. Et là, vous voyez que push origin, on a
2 avec une flèche, qui veut dire qu'on a 2 commits prêts à partir sur cette branche. Voilà. Pareil, pour l'instant, on ne push pas, on reste là. Après ceci, on va pouvoir commencer à toucher à l'input system. L'input system, vous allez le retrouver dans Asset ici. Vous allez avoir en fait un objet qui s'appelle input system underscore action. Si on double-clique dessus, ça nous ouvre cette fenêtre-là. Donc là, c'est la fenêtre d'input des inputs d'Unity. Alors, vous pouvez soit garder la fenêtre ouverte, soit prendre l'onglet et le déplacer autre part. Moi personnellement, j'aime bien le mettre à côté de la scène et de l'onglet Game ici. Voilà. Donc, nous retrouvons ici tous les inputs. Alors pour l'instant, on ne va pas en ajouter, on ne va pas en modifier. On va garder les valeurs de base des inputs d'Unity. On retrouve notamment l'action. Alors Unity, les inputs, il appelle ça des actions. Donc on a l'action move qui est calquée voilà, sur là, énormément d'inputs. On a par exemple le stick gauche d'un gamepad, on a le W à SD pour monter, descendre, aller à gauche, aller à droite. On a les flèches aussi du clavier. On a un stick pour les joysticks génériques, etc. Dans Unity, depuis les dernières versions, le moteur est capable de reconnaître si notre clavier est français ou anglais. Et il va faire la traduction, entre guillemets, tout seul. Ça veut dire que là, Unity a configuré WASD, nous on sera en ZQSD, mais Unity va faire la conversion tout seul. Il va comprendre que on est sur un clavier français, donc il va prendre la touche qui est censée être à l'endroit du W, et donc pour nous ça sera le Z. Donc il y a besoin de ne rien toucher, on peut laisser en WASD, ça va fonctionner. Donc on a l'action pour le mouvement, pour le look. Donc là on a le stick droit du gamepad, comme sur tous les FPS. On a le delta pointer, donc ça c'est pour la souris et pour les écrans tactiles. Et on a plein d'autres inputs. On a l'attaque qui est posée sur le clic gauche. On a l'interaction qui est posée sur le bouton E. On a le crunch qui est posé sur C. Le jump sur la barre espace, previous, next sur les touches 1 et 2, sprint sur le shift gauche. Vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire un FPS qui va se déplacer. Donc ça c'est super. Si vous avez la petite étoile ici en haut à gauche à côté du nom, vous pouvez cliquer sur Save as Set en haut à droite de la toolbar. Voilà, comme ça va sauvegarder. Maintenant, on va pouvoir passer à la création de notre script Player Controller. Et pour cela, on retourne donc dans notre dossier script, clic droit, Create, MonoBehavior, et on va l'appeler Player Controller. On appuie sur Entrée et on peut double-cliquer dessus. Une fois le projet Visual Studio ouvert, on a voilà, notre Player Controller ici. On va, pareil, retirer ce qu'on a en trop. Pour l'instant, on ne va pas y toucher. Enfin, on va faire plein d'autres choses avant cela. La première chose que nous allons faire, c'est déclarer les variables qui vont concerner le déplacement de notre personnage. Pour cela, on a besoin de 4 variables. La vitesse de déplacement quand on marche, la vitesse de déplacement quand on court, parce qu'on va pouvoir sprinter, la hauteur de saut et la valeur de la gravité pour notre personnage, pour simuler la gravité, pour qu'il reste collé au sol et qu'il tombe après avoir sauté. On va créer donc une première variable publique float work speed qu'on va initialiser à 5 avec un F pour préciser au compiler que c'est bien un float qu'on va mettre dans une variable de type float. Ensuite, la variable publique float run speed qui va être égale à 10. On rajoute public float jump 8. Donc ça c'est pour la hauteur de saut. On va sauter à 1,5 m. Voilà. On pourra bien sûr modifier sa valeur là depuis l'inspecteur, hein, mais là on va lui définir 2-3 valeurs par défaut, histoire que de base on a un comportement qui soit à peu près logique. Et on rajoute public float gravity qui va être égal à moins 9,81 f, la valeur de la gravité terrestre. Voilà. On pourrait changer cette valeur si vous voulez faire un jeu qui se passe sur Mars, vous réduisez la gravité et ça marche tout de suite très bien. Avant d'ajouter les autres fonctions, pardon, les autres variables, on va
on va utiliser un petit attribut. Souvenez-vous, on avait vu les attributs la dernière fois. On va utiliser un nouvel attribut. Donc pour pour mettre en place un attribut, on utilise les crochets. Donc on ouvre ou ferme les crochets et on va utiliser l'attribut header qui va juste permettre d'afficher un petit texte euh, avant un champ, avant une variable. Et ça va permettre en fait juste en inspector d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus lisible. Donc on va créer un header, on va appeler l'attribut header mouvement. Juste avant de déclarer walk speed, run speed, jump age, gravity. Et comme ça, quand on revient sur Unity, on va, alors oui d'ailleurs, on ne l'a pas encore créé, on va aller dans scène ici. D'ailleurs en console, on voit qu'on a un petit warning. C'est rien de grave. On peut clear. Si vous l'avez, vous pouvez clear, il n'y a pas de problème. On va créer ici directement la racine de la scène, pas dans game. On va create empty et on va l'appeler player. Voilà. Et sa position, on la met bien à 0 au centre de la scène. Voilà. Donc là, on a créé un objet empty dans lequel on va dans lequel on va mettre tout notre joueur. Et on va ajouter directement add component ici. On va chercher player controller. Voilà. Et on voit qu'on a on a le titre en fait entre guillemets qui est ici en blanc un peu plus gras qui s'appelle mouvement. Et en dessous, on a donc nos 4 variables de mouvement qu'on peut modifier depuis l'inspector. Ça, c'est super. On va pouvoir retourner sur notre script et continuer à ajouter. Cette fois-ci, on va faire un header. On peut l'écrire avant d'avoir écrit une variable, comme on est en train de faire là. On va faire un header qu'on va appeler look. Là, on va écrire les variables concernant la rotation du joueur et de la caméra pour pouvoir regarder à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc, il nous faut une variable qu'on va appeler public float, encore une fois, mousse sensitivity. Non, c'est comme ça. On va la mettre à 1, voilà, par défaut. Ça va être notre multiplicateur pour avoir une sensibilité plus ou moins haute. Et public, là, on va faire une référence. Alors, référence, on n'en a pas encore parlé. On a parlé des classes, mais on n'a pas parlé des références. Alors, parce qu'on n'a pas parlé des instances de classe. Dans l'épisode précédent, nous avions vu qu'on pouvait créer une classe, y donner des attributs, des méthodes, des choses comme ça. Mais quand on travaille avec des classes, on travaille en fait avec des instances de classe. Ça veut dire que c'est une copie de cette classe dans laquelle on va pouvoir modifier les valeurs. Faut voir ça en fait comme une chaîne de production. Une classe, ça va être un moule qui va par exemple mouler des petites voitures en plastique. Ce moule, on l'a défini, on lui a mis, on a mis les endroits où il y aura les roues, etc. Voilà, on a fait notre moule et tout mignon, tout joli. C'est une grosse presse là, voilà, qui va presser un morceau de plastique dans une certaine forme. Ça, c'est notre classe. Et dès qu'on va créer une instance de classe, en fait, c'est comme si depuis ce moule, on allait sortir une première voiture en plastique. On lui fout du plastique, bam, voilà. Et là, on a notre voiture en plastique qui est une instance de la classe, qui est une instance de ce moule, entre guillemets. Et après, cette voiture en plastique, si on lui change les roues, qu'on la peigne en rouge, qu'on la peigne en verte, quoi que ce soit, ça ne concerne pas le moule original dont elle sort, c'est-à-dire notre classe. Cette petite voiture, c'est notre instance de cette classe, on peut la modifier, on peut en faire ce qu'on veut sur cette chaîne de production, elle peut passer après par plein d'autres traitements, à la fin elle peut avoir des ailes, ce qu'on veut, on s'en fout, ça ne touchera pas du tout le moule original dont elle sort. Voilà, c'est ça la différence entre, on va dire, la classe et l'instance de la classe. L'instance de la classe, c'est vraiment un objet, on peut en avoir autant qu'on veut, c'est des copies de cette classe qui existent que pendant la simulation, que au runtime, donc pendant que le jeu tourne, et qui sont modifiables, on peut les créer, on peut les modifier, on peut les supprimer tout au long de l'activité du jeu, sans que ça touche à la classe originale. Voilà. Et pour manipuler on dit on utilise des références à ces instances-là, et ça nous permet notamment de référencer des objets entre eux. Dans notre cas, on va avoir besoin, lors de l'utilisation de notre FPS controller,
on va devoir modifier la rotation de la caméra. Parce que quand le joueur va monter ou descendre la souris, la caméra, il faut qu'elle regarde en haut ou en bas. Et pour cela, on a besoin donc du transform de notre caméra. Donc on va créer une référence au transform de notre caméra. Donc on va créer une variable de type transform qu'on va appeler caméra transform. Comme ça, on comprend tout de suite de quoi on parle. Sans faire de faute, ça serait encore mieux. Caméra transform, voilà. Et donc ça va nous permettre de donner à notre script player controller une référence à un autre transform que le nôtre. Parce que je le rappelle, je vais créer une petite variable vite fait, voilà, une variable, pardon, une fonction. Je rappelle, nous on a le droit de faire, par exemple, transform.position égale quelque chose. On a le droit de faire ça. Mais là, on va toucher au transform directement de l'objet sur lequel le component player controller est appliqué. Si on veut modifier le transform d'un autre objet, soit on a un script sur cet objet-là qui va le modifier, soit on le donne en référence à notre script. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là, public transform, caméra transform. Si on revient sur Unity, on voit ici qu'on a un nouveau champ ici qui nous dit non transform. Il n'a pas de transform, voilà, faut lui donner. Donc on va sélectionner notre main caméra dans la hiérarchie. Pardon. On garde bien player de sélectionner, ok hein. On va juste maintenir le clic enfoncé sur caméra et on va le déplacer directement dans le champ ici, caméra transform. Et on voit bien que cette fois-ci, player controller, pour la variable caméra transform, il a bien la référence vers notre main caméra. Si on clique dessus, Unity nous montre bien que c'est main caméra qui est sélectionné. Vous voyez, il est entouré ici en jaune pour bien nous dire c'est la référence vers cet objet-là directement. Ce qui va nous permettre plus tard, dans le script, de pouvoir faire manipuler ce transform-là directement depuis un autre objet, entre guillemets. Voilà, enfin, d'un autre objet. Après tout ceci, on va pouvoir passer à la manipulation des actions. Avant de créer les variables nécessaires, il faut que l'on retourne dans le projet. On va aller on va resélectionner notre input system action ici, et dans l'inspector, on voit qu'on a une case ici, generate C# class. On la coche et on va lui donner 2-3 informations, notamment le fichier dans lequel on veut le mettre. On clique sur les 3 petits points, on va dans script ici et on va changer le nom du fichier en juste, personnellement je l'appelle tout le temps input actions en gardant le S, voilà. Le type CS, voilà, ça on n'y touche pas. Voilà. Donc on sélectionne bien script, on renomme le fichier input action et on enregistre. La class name, on va bien l'appeler donc input actions, comme le nom du script, et c'est tout. Le global namespace, tout ça, on n'y touche pas. On clique sur apply, et là en fait Unity va nous générer tout un script qui va s'occuper de récupérer les actions du joueur, les traiter, etc. Voilà. Et nous, on va pouvoir directement appeler 2-3 éléments de ce script. Ça va être beaucoup plus simple. Une fois la compilation terminée, on peut revenir ici. Et donc là, on va créer une variable private, parce que là, on va toucher aux actions et on ne veut pas que ce soit manipulable depuis l'extérieur de la classe. Donc on va créer une variable de type input actions. Voilà, c'est ce qu'on vient de créer, c'est la classe que l'on vient de créer ici. On l'appelle input actions tout simplement. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Et on va créer aussi une référence, là aussi, comme le transform, on va créer une référence vers notre component caractère controller, qu'on l'on va aller mettre sur notre joueur. On va le faire de suite, comme ça on ne se perd pas. On retourne donc sur la scène, on sélectionne notre player ici et on va faire add component. Si jamais vous ne l'avez pas, vous tapez caractère controller ici, voilà. Et pareil, on va juste modifier, vous voyez en fait qu'il est dans le sol parce que son centre est à 0, on va le monter à 1 et comme ça en fait le bas du joueur est vraiment au niveau du sol. Voilà, ce qui est beaucoup plus utile pour tout le reste de la manipulation quand on crée un jeu. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir en fait le point de pivot du joueur qui est vraiment en dessous de ses pieds en contact avec le sol plutôt que de l'avoir en plein milieu
comme on aurait pu faire si on avait gardé un autre objet, etc. etc. Voilà. C'est pour ça qu'on crée un empty et qu'après on met tout dedans. Comme ça, vraiment, le point de pivot de notre joueur est vraiment au niveau de la jonction avec le sol. Voilà. Pour les valeurs du caractère contrôleur, on ne touche à rien. On garde les valeurs par défaut, elles sont très bien. Alors, vous voyez ici que du coup, ben, on n'a pas de variable comme caméra transform, on ne peut pas donner directement le caractère contrôleur ici. C'est normal, parce qu'on ne veut pas pouvoir laisser l'occasion à d'autres personnes de le faire, pour être sûr de bien manipuler le bon caractère contrôleur. Et ça, on va y toucher juste après. Vous allez voir comment on peut donner en référence un component qui existe sur le même objet. Ça, on va le faire juste un peu plus tard. On va d'abord finir avec les variables. Une fois que nous avons donc notre variable input action et contrôleur, on va créer d'autres variables pour traiter les inputs, notamment un vecteur 2. Donc c'est la même chose que le vecteur 3, mais au lieu d'être x, y, z, c'est juste x, y. On va l'appeler move input. Donc ça va être pour stocker ZQSD. On va faire un private vector 2 look input. Voilà, ça c'est pour stocker au bas gauche droite de la souris. Et on va rajouter un troisième, cette fois-ci un booléen. Donc c'est un autre type qui n'a que deux valeurs possibles, soit true, soit false, donc soit vrai, soit faux. Et ça nous permet de tester des conditions et tout simplement En fait, il y a plein de fois on a besoin de savoir que est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on l'a pas. Et plutôt qu'avoir un entier et dire ben, si c'est 0 c'est qu'on l'a pas, si c'est 1 c'est qu'on l'a. Là on a directement un type qui s'appelle bool qui nous permet de dire c'est vrai ou c'est faux. Voilà. C'est un peu plus agréable de travailler avec plutôt que d'utiliser des entiers et de dire ben, soit c'est 0 soit c'est 1. Ça évite les erreurs. Donc on va créer un booléen qui s'appelle isRunning pour savoir si on est en train de sprinter ou pas et on va l'initialiser à false. Après cela, il nous manque trois dernières variables et on sera bon. Il nous manque la variable de vélocité que nous allons calculer pour faire déplacer le joueur. Pour utiliser d'ailleurs, passage pour utiliser l'autocomplétion, quand vous commencez à écrire quelque chose, là j'écris vector, et le Visual Studio comprend que je veux écrire un vector. Donc avec les flèches du clavier, je peux me déplacer dans la liste ici qui me propose et choisir le type qui, qui me va. Dans notre cas, vector 3. Donc là, si j'appuie sur Entrée, bam, il auto-complète. Voilà. Donc vector 3, velocity. Voilà, c'est pour le calcul de la vélocité de notre joueur, donc sa vitesse selon une direction. Et private float current speed. Donc ça, c'est pour avoir la vitesse actuelle, donc en fonction de si je marche ou que je cours. Ça nous permet de la stocker. Et un dernier, float, qu'on va appeler pitch, qui en fait est la valeur de bas en haut de rotation. Donc quand on monte et qu'on descend la tête, en français c'est le tangage. C'est quand on tourne vers le haut ou vers le bas. En anglais on appelle ça pitch. Voilà. Qu'on initialise à 0. Voilà. Donc ça, toutes nos variables sont prêtes. On va pouvoir passer à la suite. Je suis dans la merde. Oh, je vais faire encore un épisode, mais genre de 1 heure, mais c'est pas possible. Oh. Avant toute chose, nous allons référencer les quelques éléments qui nous manquent, c'est-à-dire la référence vers Input Actions et la référence vers Character Controller. Pour cela, on va utiliser la fonction awake d'Unity. Souvenez-vous, on avait vu start et update. Start est appelé au démarrage de l'objet, update est appelé à chaque frame, awake, lui, est appelé à la création vraiment de l'objet. C'est la toute première chose qui est appelée quand l'objet est créé. Donc c'est une bonne manière d'initialiser des valeurs au sein de notre classe. Comme ça, dès la création de notre objet, dès la création de notre instance de classe,
nous allons pouvoir définir des choses avant même le start, avant même l'update. Donc dans awake, on va appeler notre fonction input, notre variable input actions, et on va lui donner une instance de la classe input action. Dans notre cas, on ne veut pas réutiliser quelque chose qui existe, on va juste lui dire bah, tu vas être une nouvelle instance de cette classe input action. On va créer une nouvelle voiture depuis notre moule dans notre chaîne de production, comme je disais tout à l'heure. Et pour créer une instance d'une classe, on utilise le mot-clé new. Donc on écrit new, et tout simplement, après, bah, le type. C'est une new input. Oula, voilà. C'est une new input actions, voilà. Et on pense à mettre les parenthèses, parce que plus tard on verra qu'en fait on peut passer des paramètres au moment de la création d'une instance. Dans notre cas, pour l'instant, c'est rien de nécessaire. Donc là, voilà, à partir de là, input action, notre variable input actions, désormais est initialisée avec une nouvelle instance de la classe input action. Donc tout ce qu'on va faire à l'intérieur de cette variable-là, ça va manipuler une instance d'input action et sans toucher à la classe input action entre guillemets. On fait une copie et on travaille avec. Voilà, c'est à peu près ça. Et du coup, on va pouvoir faire input action. Et alors là, donc on appelle notre instance de classe input actions. On a énormément de choses de disponibles et nous, on va aller chercher ce qui s'appelle player. Alors, parce qu'en fait, si on retourne vite fait dans Unity ici, dans Input System, en fait, on voit qu'on a des action maps ici, player et UI, et nous, on va appeler l'action map player. On pourrait aussi appeler directement .ui, vous voyez, on l'a, on peut faire des choses avec. Donc nous, on appelle l'action map player, et on va appeler la fonction enable pour dire que cette action map est fonctionnelle et qu'il faut donc écouter les inputs de les actions de cette action map. Voilà. Autre point important, dans Unity, généralement, tout ce que l'on fait en awake et au start, on doit le défaire au destroy de l'objet. Donc, c'est tout simplement onDestroy, on tape onDestroy, on a une nouvelle fonction qui en fait est la dernière de l'objet à être appelé. Nous avons vu awake, start qui sont les premières fonctions qu'Unity va appeler sur tous les GameObjects du monde. onDestroy, c'est la dernière fonction que Unity va appeler et qui nous permet de faire des choses avant la destruction de notre objet. Et donc, une bonne manière de fonctionner, c'est de défaire tout ce qu'on a fait dans Awake ou dans Start. Donc, dans notre cas, Input Action, on va le set à nul. Voilà, on lui retire sa référence vers notre instance de classe d'Input Action. Et juste avant ça, parce que sinon on ne pourra plus rien faire dedans, on va faire inputAction.player.disable. Voilà, on désactive l'action map player et on efface la référence d'input actions. Voilà. À partir de là, en suivant, là, si par exemple je voulais faire inputAction. J'en sais un point UI point quelque chose, on ne pourrait pas parce que inputAction ne connaît plus l'instance de classe, la référence d'input action que nous avions créée dans Awake. Une fois qu'on la set à nul, c'est fini, elle est perdue. Elle n'existe plus. Voilà, elle est détruite entre guillemets. Ça, c'est bon. Ensuite, avant d'aller un peu plus loin, on va créer, euh, après le onDestroy, on va créer nos 4 fonctions qui vont récupérer les inputs du joueur. Donc on va créer la fonction qui va être appelée lorsque le joueur va appuyer sur ZQSD. On va l'appeler onMove et on va ouvrir les paramètres et on va lui donner un type de paramètre bien précis, c'est inputAction sans S, point callbackContext. Et on va l'appeler tout simplement contexte. Voilà. Ce paramètre-là, ce type de paramètre-là, il faut obligatoirement le mettre pour que Unity puisse appeler cette méthode-là et lui donner toutes les infos dont il a besoin pour fonctionner. Voilà.
Donc pour l'instant, on laisse ça vide. On va créer la suivante, private void on look. Pareil, input, callback context, context. J'ai appuyé sur Tab pour valider l'autocomplétion de Visual Studio. Private, ensuite, void. Oula. Private void, encore une fois, cette fois-ci on sprint. Voilà. Là, vous voyez que il veut automatiquement me le compléter. Je peux appuyer sur Tab pour valider. Voilà, hop. Et la dernière qui va nous manquer, c'est private void on jump. Voilà, et on lui met aussi les mêmes informations. Voilà. Une fois que ça c'est fait, dans onMove, on va déjà pouvoir faire quelque chose. On va appeler notre variable moveInput et on va lui donner la valeur de l'input quand onMove est appelé. Donc on utilise le paramètre context, point, on va appeler la méthode readValue, celle avec les petites flèches. Et dans les petites flèches, on va lui dire, on va lui mettre vector 2. Voilà. En fait, vous écrivez ça. Contexte read value. Et en fait, read value, on lui dit, je veux que tu lises une valeur et que tu me la retournes de type vector 2. Alors ça, c'est très particulier. C'est du template générique. C'est vraiment du niveau plus qu'intermédiaire en programmation. Là, on commence à être du niveau vraiment professionnel quand on utilise ça. Vous On verra un jour comment créer nos propres méthodes templates et on va avoir du coup, c'est exactement cette même syntaxe là. Là pour l'instant, vous embêtez pas, il faut juste mettre vecteur 2 ici et c'est tout. Voilà. Vous embêtez pas à comprendre plus que ça. C'est quelque chose qu'on manipule quasiment que très rarement. C'est très utile, mais vraiment dans des cas très particuliers, très compliqués. euh, qu'on verra un jour, mais vraiment, c'est pas du tout du niveau du débutant. Il n'y a pas besoin voilà, de faire plus que ça. Donc dans onLook, pareil, on appelle la fonction, pardon, la variable lookInput context readValue vector 2 parce que dans notre cas, ça sera encore un vecteur 2 ici. On pourrait mettre autre chose, hein, on pourrait mettre un vecteur 3, on pourrait lui dire de read une value qui serait un float, voilà, on pourrait lui donner float. Nous, c'est pas, nous, enfin, on sait que le look et le move, pour le look et le move, Unity va nous envoyer un vecteur 2. Voilà, c'est juste, il faut le savoir, c'est écrit dans la doc. Voilà, donc souvenez-vous que c'est toujours vecteur 2 dans ces deux conditions-là, voilà. Ensuite, pour le sprint, on va, pareil, initialiser la variable isRunning, cette fois-ci avec contexte. Et c'est pas un read value qu'on va faire, on va juste lui demander est-ce que l'action est performed ou pas, tout simplement. Voilà. Perform, c'est quand la touche est appuyée. Donc, on a aussi cancelled, ça c'est quand la touche est relevée. Et on a normalement on a started, ça c'est quand on commence à appuyer la touche. Voilà. C'est les trois états entre guillemets de j'ai appuyé, je suis appuyé et j'ai relevé la touche. Nous on veut juste savoir si la touche est appuyée, donc on demande, on check juste perform. Perform qui est donc un booléen, on le voit là, c'est un bool de type inputAction.callbackContext. Donc on peut mettre un booléen dans un booléen tout simplement. Voilà. Et le jump, on ne va pas y toucher, on y reviendra plus tard, on a plusieurs choses à faire d'abord. Une fois que tout ceci est fait, je vais faire 1 heure d'épisode encore. Une fois que tout ceci est fait, nous allons voir un nouvel élément de code qui s'appelle les events. Les events, pareil, c'est quelque chose d'assez particulier, d'un poil compliqué. Donc pour l'instant, on va juste voir comment les utiliser. On va pas voir comment les créer, etc. On va juste comprendre vite fait comment ça marche et comment les utiliser. Un event en programmation en C Sharp, c'est en fait donc c'est un type
comme les variables, comme les méthodes, etc. C'est une structure, enfin, c'est un type, je sais pas comment on va appeler ça, mais c'est un élément qui va, au moment où on l'appelle, appeler différentes méthodes qu'on lui aura données. En fait, cet event, on va lui dire, bah tiens, au moment où tu seras appelé, tu m'appelleras la méthode onMove, la méthode onLook, la méthode nanana. On peut lui donner plusieurs méthodes comme ça. Lui, il se les stocke dans un coin et il sait que quand il est appelé, il va appeler dans l'ordre chacune des méthodes qu'on lui a données et il va les appeler en lui donnant éventuellement un paramètre, quelque chose comme ça. Ce qui est très pratique pour communiquer entre classes. Donc dans notre cas, c'est ce qu'on va utiliser pour savoir quand est-ce que le joueur a appuyé sur une touche. Donc on va appeler inputActions.player, voilà, point, on va appeler donc l'action move qui est dans player. Et au moment où elle est perform, vous voyez, là on a un petit éclair à côté qui nous signifie que là on est sur un event. On est sur un event C Sharp, là c'est pas du Unity, c'est du C Sharp pur. On est sur un event, donc perform, et donc là, quand cet event qui s'appelle perform sera appelé, on veut que notre méthode onMove soit appelée. Et donc, pour ça, on va faire ce qu'on appelle un abonnement, et pour s'abonner à un event, on utilise euh, plus égal, comme ça, voilà, et on lui donne onMove. On lui donne onMove, voilà. Sans, sans les parenthèses, il n'en a pas besoin. Lui, tout ce qu'il veut savoir, cet événement, c'est le nom de la méthode, tout simplement. Et donc là, quand Unity plus tard, enfin en tout cas quand le script input action dans tout son mécanisme finira par appeler l'action, enfin l'event performed de l'action move, ça nous appellera automatiquement onMove ici. Voilà. Donc on n'a pas besoin de comprendre, de savoir ce qui se passe, à quel moment, qu'est-ce qui se passe ici, hein, dans tout ce truc-là. Nous, tout ce qu'on vient de dire là, c'est que quand perform est joué, ça va directement nous appeler onMove. Voilà. Et nous, à partir de là, on peut bricoler, on peut faire nos trucs. Et on va ajouter ça pour plusieurs choses. Alors là, je vais tout taper, je vous laisse recopier, parce qu'en fait c'est strictement la même chose. Sauf qu'au lieu de perform, on va appeler l'event cancelled, auquel on ajoute onMove, pour, euh, pour que en fait, pour qu'on ait soit rien, soit quelque chose, parce que quand on va appeler quand on est perform, je rappelle, c'est quand la touche est appuyée, et donc quand on relâche, on va appeler donc cancelled, et du coup, move input sera soit à la valeur de la touche appuyée, soit à 0. Voilà, ce qui va nous permettre d'arrêter le déplacement du joueur. On peut copier-coller d'ailleurs, si vous voulez ne pas vous embêter. Vous sélectionnez les deux précédentes lignes, vous les collez, et vous remplacez move par look. Voilà. Et au lieu d'appeler onMove, on va appeler onLook. Voilà, strictement la même chose. Et on peut recopier encore ce qu'on a fait là, le coller et remplacer look par sprint pour savoir voilà, quand est-ce que le joueur a sprinté. On copie, voilà, on change sprint partout, voilà ici. Et on va faire une dernière fois, alors cette fois-ci pas tout parce qu'on n'a pas besoin du cancel, et on va remplacer sprint par jump. Et sur le perform, on appelle onJump. Voilà, tout simplement. Et on se souvient de ce que j'avais dit précédemment, tout ce que l'on fait en awake et au start, on doit le faire à l'inverse dans le destroy. Donc là, on destroy, on copie tout ça, sauf qu'on ne va pas garder les plus parce que là, on ne veut pas s'abonner, on veut se désabonner de l'event. On ne veut plus, à partir du moment où le destroy est passé, on ne veut plus recevoir les événements auquel on s'est abonné. Donc pour se désabonner, au lieu du plus, on met un moins, tout simplement. Moins s'égale, moins s'égale, moins s'égale, partout. Partout dans le destroy. Alors ouais, peut-être que Visual Studio va vous proposer directement, quand il aura compris ce que vous faites, vous pouvez cliquer sur sur tabulation, tout simplement. Voilà. On pouvait enchaîner les tabs, tab. Ah, et non, on est allé trop vite. J'avais pas vu qu'il m'a tout modifié ici. Euh, voilà, on va le faire à la main. C'est plus simple. Voilà. Donc, dans le wake, on voit bien que pour chaque action ici,
perform, cancel, perform, cancel, perform, chaque événement de chaque action, move, look, on a bien plus égal avec la méthode qu'on veut appeler quand ces événements-là sont actifs. Et dans le onDestroy, on a bien moins égal pour exactement les mêmes. Voilà. Maintenant que ceci est fait, il nous reste plus grand chose avant d'avoir quelque chose de fonctionnel. On s'approche doucement de la fin de la vidéo qui est déjà foncièrement longue. On va appeler start, que j'ai pas mis au bon endroit. Je préfère l'avoir juste après le wake. Voilà. On appelle start parce que là on va faire, c'est pour vous montrer en fait, parce qu'on va faire des choses qui sont moins, on a moins besoin que ce soit fait en priorité. On peut le faire juste après le wake, donc dans le start. On va donner la référence à notre contrôleur. Voilà. Alors donc on a vu, pour l'instant on a vu trois manières de passer une référence. On a vu le drag and drop pour le transform, donc on a drag and drop l'objet directement dans le champ transform, et donc Unity, c'est qu'il faudra récupérer la référence de l'instance de l'objet, enfin voilà, on l'a vu. Input action, ici on a vu qu'on pouvait faire un new input action pour initialiser la variable à la nouvelle instance. Et une des troisièmes solutions, qui marche que lorsque pour récupérer un component sur un objet, donc comme pour le transform, soit en drag and drop, soit on peut utiliser la méthode d'Unity qui s'appelle getComponent, tout simplement, qui va analyser l'objet, donc dans notre cas c'est notre objet ici. On va faire un getComponent du type, on se souvient, comme pour le readValue ici, on retrouve le même pattern. On cherche donc un component du type character et les parenthèses vides parce qu'on n'a aucun paramètre à passer ici. Voilà. Et donc là, la méthode getComponent ici, qui existe dans n'importe quel monobehavior, va regarder dans Unity sur notre objet si le component existe, et auquel cas, s'il existe, elle va du coup donner sa référence dans contrôleur directement. Voilà. Donc c'est la troisième méthode qui permet de récupérer une référence vers un component, vers un objet, pour pouvoir le manipuler. C'est quelque chose que vous allez revoir très régulièrement, le getComponent, c'est extrêmement utile. Ça permet vraiment de récupérer un component directement depuis le code sans avoir à faire le drag and drop, etc. L'initialisation, tout ça, c'est très utile, surtout quand vous travaillez en équipe. Ça permet d'avoir des scripts qui sont très autonomes, très fonctionnels. Ils vont aller chercher les références sur les components dont ils ont besoin pour fonctionner, sans avoir besoin à chaque fois de faire l'initialisation à la main depuis l'éditeur. Voilà. Donc dans le start, après avoir récupéré le caractère contrôleur, on va faire un tout petit truc. On va faire un petit commentaire ici. Donc ça, en fait, c'est pour bloquer et cacher le curseur de la souris. Alors ça, on va le faire ici grossièrement. Généralement, on le fait un peu mieux. En fait, on va appeler la classe cursor. On va appeler lockState et on va le mettre à la valeur de cursorLockMode.locked. Voilà. Ça veut dire que là, notre curseur sera bloqué à l'intérieur de notre fenêtre. Il ne pourra pas, enfin, c'est même pas, c'est même pas ça. Euh, confined, confine, il est bloqué à l'intérieur de la fenêtre. Si on déplace la souris, on ne peut pas sortir de la fenêtre. Donc on ne peut pas, par exemple, changer d'écran, etc. Et locked, ça va bloquer le curseur au centre de l'écran. Sauf qu'il est toujours visible. Donc là, on appelle toujours la classe cursor et on va appeler la variable visible qu'on va set à false. Voilà. Et donc là, notre curseur, donc le curseur de la souris sera toujours bloqué au centre de notre écran et il sera caché. Comme ça, on a un joli FPS sans le curseur qui va se balader, qui va se balader absolument n'importe où. Maintenant que tout ceci est fait, on vient bien vérifier sur Unity qu'on a manqué aucune initialisation, toutes les valeurs sont bonnes, on a créé tout ce qu'il fallait. Là, Unity nous dit attention, pitch est créé mais jamais utilisé, c'est normal, on n'a pas fini le code. Voilà, donc là, player il est là, tout est prêt. On va pouvoir faire les deux dernières méthodes, les deux dernières fonctions de notre script, c'est-à-dire la fonction de déplacement et la fonction de regard, de look.
on va commencer par la fonction de déplacement. Pour ça, on crée une fonction void que l'on va appeler, alors on peut l'appeler private void, on va l'appeler handle, parce que cette fonction va gérer le déplacement, donc handle mouvement. Pas de paramètres, elle est complètement autonome. Et donc pour gérer le mouvement, on a quelques petites choses à faire. Vous allez voir, en fait, c'est très rapide. Tout d'abord, il faut qu'on sache à quelle vitesse on veut se déplacer. Donc pour cela, on va faire un if. Pareil, on ne l'avait pas encore vu celui-là. Le if, ici, nous permet de tester une condition. Donc c'est ce qu'on va écrire entre les deux parenthèses. Et en fonction du résultat, on va faire une action ou une autre action. Donc là, ce qu'on va mettre en parenthèse, il faut que ce soit traduisible en un booléen. Donc par exemple, x égale 1. Bon là, il va pas aimer parce qu'il va pas savoir, il sait pas ce que c'est x. Mais x égale 1, le compilateur, pour lui, ça c'est un booléen parce que x égale 1, soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc ça marche. Mais du coup, on peut aussi directement lui donner un booléen. Donc dans notre cas, is running. Donc si is running, si notre variable is running est à true, alors on va faire cette première action. Dans notre cas, current speed est égal à running, à run speed. Voilà. On va donner la valeur de run speed dans current speed. C'est pour ça qu'on a créé la variable current speed parce qu'en fait, elle va servir de point de pivot entre les deux vitesses. Si isRunning n'est pas vrai, on va rentrer donc dans le else. Donc sinon, si on court, alors current speed égale run speed. Sinon, c'est ce que veut dire else. Sinon, current speed est égal à walk speed. Voilà. Donc, si isRunning est à true, alors current speed égale run speed. Si isRunning est à false, current speed égale walk speed. Voilà, tout simplement. C'est là vraiment on est sur un if else de base. Vous allez en rencontrer des milliers des comme ça. C'est voilà, c'est vraiment le plus simple, le plus efficace. Enfin, il y a d'autres syntaxes qui existent, mais qui ne sont pas nécessaires de voir maintenant. Voilà. Donc voilà, if la condition est validée, alors on fait cette action. Sinon, on fait cette autre action. Tout simplement. Après cela, maintenant que dans current speed, nous allons stocker donc la vitesse à laquelle on souhaite se déplacer, on va calculer l'axe, enfin la direction dans laquelle on veut se déplacer. Donc on va créer un vecteur 3 qu'on va appeler move et qu'on va initialiser, enfin on va lui donner le résultat du calcul suivant. Donc on appelle le transform de notre personnage. On récupère son axe droit. Oui, parce que on va rouvrir vite fait, on va récupérer en fait l'axe rouge ici. Donc ça, c'est la droite du joueur. Si je le tourne, vous voyez, si je le tourne comme ça, vous voyez que là on est en global, donc en fait son droit est toujours à droite. Mais si je me mets en local, on voit que maintenant, si j'avance, en fait, il va aller par là, et donc à droite, il va aller par là. Il va plus vraiment à droite dans le monde. Il va à sa droite. C'est ça qui est important de comprendre. Donc ici, on fait transform.right pour récupérer sa droite à lui par rapport à son orientation, puisqu'on va pouvoir tourner le personnage sur lui-même. Donc, on récupère la droite du personnage et on la multiplie par la valeur de move input. Donc, ça va être la valeur des touches. On est sur un vecteur 2, donc la valeur des touches, c'est... si j'appuie sur Z, on va avoir moveinput.y égale à 1. Si j'appuie sur S, on va avoir moveinput.y égale à moins 1. Si j'appuie sur Q, on va avoir moveinput.x égale à moins 1. Et si j'appuie sur D, on va avoir moveinput.x est égal à 1. Voilà. Parce qu'on va vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, ZQSD tout simplement. Donc moveinput. On multiplie par x. Donc comme ça, on ira soit à sa droite, soit à l'inverse de sa droite, donc à gauche. Et on ajoute transform.forward, donc son avant, qu'on multiplie par move. Forward qu'on multiplie donc par moveinput.y. Voilà. Donc soit vers l'avant, soit vers l'inverse de l'avant, donc l'arrière. Voilà. Donc de cette manière,
je me suis trompé, pardon. Voilà. De cette manière, là, dans Move, on va récupérer la direction qu'on veut aller par rapport au joueur lui-même. Donc, est-ce qu'il continue d'aller vers sa droite, vers sa gauche, vers son devant, vers son derrière? Voilà, ça, maintenant, c'est stocké dans Move, on l'a. Donc, on peut directement le donner au contrôleur. On appelle contrôleur, on appelle la méthode Move sur le contrôleur, et en paramètre, nous allons lui donner donc notre direction, qu'on a appelée Move. On le multiplie par désormais la vitesse que nous avons choisie, donc soit la vitesse de course, soit la vitesse de marche, et on se souvient du script qu'on avait fait sur l'épisode précédent, l'object translator. On se souvient que la vitesse est tout le temps multipliée par time.deltaTime afin qu'elle soit la même, peu importe les FPS du joueur. Peu importe voilà, le taux de rafraîchissement du joueur. Donc si le joueur est à 120 fps ou à 60 fps, il ira à la même vitesse. Sinon, si on s'arrêtait à ça, ça fonctionnerait, mais un joueur qui joue à 120 fps irait 2 fois plus vite qu'un joueur qui joue à 60 fps, vu que la méthode handle mouvement, elle sera appelée en update, et donc elle sera appelée 2 fois plus chez un joueur à 120 que chez un joueur à 60. Voilà. Donc on multiplie bien par time.deltaTime. Comme ça, c'est lissé entre toutes les frames et on a la même vitesse pour tous les joueurs de notre jeu. Ça, c'est pour gérer toute la partie mouvement ZQSD. On va juste rajouter une autre partie ici pour gérer le saut du joueur. On va mettre des petits commentaires. Ça, c'est pour la vitesse. Voilà. Ça, c'est pour la direction. Et là, on va faire le saut. Pour le saut, on va refaire un petit if ici. On va tester pour savoir en fait si le joueur il est sur le sol. Donc pour ça, on va appeler controller.isGrounded. Voilà, ça nous permet de savoir est-ce que le joueur touche le sol. Ça, c'est la classe character controller. Ici, c'est le component character controller qui est en mesure de nous retourner cette information-là. C'est ces petits calculs à lui. Si je fais F12, voilà, il va calculer des points d'intersection, des trucs. Voilà, c'est son petit délire à lui. Nous, on veut juste savoir est-ce que le joueur touche le sol ou ne touche pas le sol. S'il touche le sol, on va faire un tout petit truc, c'est on va set la vélocité sur Y, la vélocité de nos joueurs, à -f. C'est purement Unity et c'est pour éviter que le joueur, selon des fois ce qu'il va rencontrer sur le sol en se déplaçant, puisse accumuler des erreurs et finir par en fait flotter légèrement au-dessus du sol à 10, 20, 30 cm. Voilà. Ça permet de bien plaquer le joueur au sol. Quand le joueur touche le sol, on lui ajoute une toute petite force pour qu'il plaque bien sur le sol. Voilà. C'est purement Unity, voilà, il faut le faire. Et c'est toujours -f. Vous pouvez mettre plus, mais après, il sera très très plaqué au sol. Une fois que ça c'est fait, donc, alors j'ai appelé ça pour le saut, mais c'est plutôt euh, fix ground, voilà, tout simplement. Et en fait, là, on va calculer, juste après ça, on va calculer la gravité. Gravity. Parce que le saut, on va le faire dans la fonction ici onJump, qu'on n'a pas encore fait. Parce que d'abord, je voudrais faire donc le calcul, l'application de la gravité, donc velocity.y, parce que bah, là on touche vraiment qu'à sa vélocité verticale, donc y, euh, plus égal, on a vu tout à l'heure qu'on l'utilisait pour l'abonnement, mais à l'origine, enfin, en, dans quasiment tous les langages de programmation, ça permet d'incrémenter. En fait, plutôt que de faire velocity.egal est égal à velocity.y est égal à velocity.y plus, enfin multiplié par time.deltaTime, pardon, est égal à velocity.y multiplié par gravity multiplié par time.deltaTime, plutôt que faire ça, je n'ai pas mis le point virgule au bon endroit, voilà. Plutôt que faire ça, on peut en fait tout simplement, vu que là on a velocity.y des deux côtés, on peut supprimer le deuxième et faire plus égal. Et en fait, il va ajouter
à la valeur de velocity, donc il va ajouter avec le plus, à la valeur de velocity, le résultat de ça. Voilà. Ça évite de se répéter. Voilà. Vu qu'on avait vélocité des deux côtés, on avait la même valeur, on peut tout simplement faire plus égal. Plutôt que la valeur est égale à sa valeur plus quelque chose, on ajoute directement le résultat de ce quelque chose. Voilà. C'est un petit raccourci de code. Donc, velocity.y plus égale gravity multiplié par time.dataTime. Donc là, tout simplement, ça va forcer le joueur tout le temps à chuter vers le bas, tout simplement. Et du coup, on peut le donner, pareil, directement au contrôleur. Donc on va appeler contrôleur.move, comme tout à l'heure, tout simplement. Et là, on lui donne notre velocity, toujours multiplié par time.deltaTime. Parce que sinon, un joueur qui va jouer à 120 fps va chuter 2 fois plus vite, enfin 2 fois plus fort qu'un joueur qui joue à 60 fps. Donc là, ça commence à être vraiment problématique. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut utiliser time.deltaTime. Comme ça lisse entre toutes les frames. Et pour le mouvement, c'est tout ce que nous avions à faire. La toute dernière fonction, non, parce qu'il manque encore un jump, pardon. Là, on va faire donc l'avant-dernière fonction, c'est celle pour le look, donc handle look, voilà. Toujours pas de paramètres, on n'en a pas besoin, elles sont autonomes. Et pour le look, ça va aller beaucoup plus vite. On va calculer donc la valeur de rotation, donc pitch moins égal, c'est exactement la même chose que le plus égal moins égal. Voilà, on pourrait faire pitch est égal à pitch moins donc la valeur de lookinput.y, parce qu'on c'est la souris qui monte et qui descend, donc y de haut en bas, multiplié par mousse. Pardon, pas mousse.sensitivity, juste mousse sensitivity, notre variable mousse sensitivity. Et du coup, voilà, je le rappelle, on a pitch qui est des deux côtés de l'égalité, donc on peut supprimer celui à droite et dire moins égal la valeur de look.y multiplié par mousse sensitivity. Voilà. Donc là, on calcule notre valeur de pitch et on va le clamper. Clamper, ça veut dire qu'on va s'assurer qu'il ne dépasse pas deux valeurs. Une valeur minimum et une valeur maximum. Donc on lui donne la valeur de pitch, la valeur minimum qu'il peut atteindre et la valeur maximum qu'il peut atteindre. Voilà. Là, on fait ça de cette manière quand le joueur va monter la souris vers le haut, quand la caméra sera à 90 degrés vers le haut, il ne pourra pas aller en arrière, il ne pourra pas se retourner la tête et regarder son dos. Voilà. Et pareil, inversement, quand il va regarder ses pieds à moins 90 degrés, il ne pourra pas continuer et regarder entre ses jambes. Voilà. Comme ça, de cette manière, on est sûr que le joueur, il a une limite en haut et une limite en bas. On met 90 degrés. Vous allez voir que généralement, il y a aussi beaucoup de gens qui préfèrent mettre un peu moins 90 degrés, genre 85-85, ce qui est pas mal non plus. Voilà. Et une fois le calcul donc du pitch fait, cette fois-ci, on va donc pouvoir appeler le transform de notre caméra. Parce que si on fait transform. Local rotation pour lui donner notre rotation, là en fait on va toucher à notre transform. On veut pouvoir manipuler le transform de la caméra que nous avons donné tout à l'heure en paramètre quand on la drag and drop directement dans le champ ici. Donc on appelle notre caméra transform et on appelle la variable local rotation ici qui va être égale. Alors quand on manipule des rotations, c'est pas des vecteurs 3 comme pour des directions, des positions, c'est des quaternions. Et ça aussi, quaternion, c'est un élément mathématique un peu particulier. Donc pour l'instant, on va survoler ça. Donc les rotations sont du type quaternion et on va appeler la méthode Euler ici qui va convertir en angle, en angle classique de 0 à 360 la valeur de pitch et pas les autres. Parce qu'on veut juste que ce soit sur X. Parce que, donc, la conversion Euler prend bien X, Y, Z, parce que en fait, la méthode Euler de la classe quaternion permet de transformer un vecteur 3 en un quaternion.
Voilà. Parce que les rotations dans Unity ont besoin d'utiliser des quaternions. C'est parce que c'est des calculs un tout petit peu plus particuliers. Et nous, on veut convertir notre vecteur 3 x, y, z pour savoir est-ce qu'on tourne sur l'axe x, l'axe y ou l'axe z en un quaternion. Donc, on utilise la méthode Euler et on donne juste pitch sur l'axe x, puisqu'on va regarder de haut en bas. Donc, c'est notre axe x qui tourne en fait. Pour illustrer, la caméra ici, vous voyez que l'axe X, donc rouge ici, c'est sur cet axe que l'on va tourner en fait. Vous voyez que c'est la valeur X ici qui change quand je regarde en haut ou en bas. Voilà, tout simplement. Donc on lui donne ici et le reste on les met à 0 parce qu'on ne veut pas que la caméra tourne vers la gauche ou vers la droite parce que c'est le joueur entier qui va tourner vers la gauche ou vers la droite. Et c'est ce qu'on va faire juste ici, en une seule ligne. Ça va être très simple. Cette fois-ci on appelle notre transform à nous parce qu'on est sur le joueur. Et on appelle la méthode rotate qui va permettre de faire tourner le transform selon un angle. Et dans notre cas, c'est vector3.up. Donc sur ça, ça veut dire qu'on va tourner sur l'axe Y. Donc 0, 1, 0. Donc comme si on avait mis en fait pitch ici comme ça, voilà tout simplement. Voilà, sauf que bon, on n'y touche pas. Donc transform par rotate, donc on veut tourner sur 0, 1, 0. Donc voilà, shorthand for writing vector 0, 1, 0. Qu'on multiplie par lookinput.x, puisque là cette fois-ci c'est le gauche-droite de la souris, pour pouvoir faire tourner le joueur de la gauche vers la droite sur son axe vertical. Et on multiplie par mousse sensitivity, tout simplement. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'utilisation du time.deltaTime parce qu'on est sur une rotation et que c'est déjà géré. C'est pas comme un changement de position, auquel cas il faut bien le lisser avec time.deltaTime. Là, sur une rotation, on n'a pas besoin de le faire. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, faut juste le savoir, tout simplement. Voilà, donc nous avons fini notre méthode de déplacement et notre méthode de regard. Il va nous manquer plus que la gestion du jump, qui pareil se fait en deux lignes. On rappelle notre contrôleur, on lui demande toujours si on est grounded, parce qu'on ne veut pas sauter si on est déjà dans les airs, sinon on va juste enchaîner les sauts et notre personnage va s'envoler. Alors c'est très rigolo, hein, vous pouvez essayer. Et donc dans ce cas-là, on appelle velocity.y, mat. On va appeler la classe mathf, qui est en fait une classe qui regroupe énormément de méthodes mathématiques qui nous permet de calculer les racines carrées, les puissances, les trucs comme ça. Donc mathf.sqrt pour square root, donc racine carrée 2, la hauteur de notre jump, jump h. D'ailleurs, j'ai fait une faute. Je vais le renommer GHT, voilà. Jump 8 multiplié par moins de f multiplié par la gravité. Voilà. C'est la formule mathématique qui nous permet de calculer la vélocité nécessaire pour atteindre la hauteur de saut voulue. C'est pas plus compliqué que ça. On a juste qu'à faire ça. Quand on demande, à chaque fois qu'on va appuyer sur espace, on va appeler onJump et du coup, on va vérifier que le joueur est bien sur le sol. Et s'il est sur le sol, on va lui appliquer une vélocité verticale de la valeur de la racine carrée de notre hauteur de saut multipliée par moins 2 multiplié par la gravité. Voilà. Et pour finir, on va brancher tout ça dans notre update, donc private void update. On appelle la méthode handle movement et la méthode handle look. Tout simplement, voilà. C'est tout ce que nous avions à faire. Alors là, sacré script, on a écrit beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'informations, j'en suis conscient, donc n'hésitez pas à éventuellement regarder une deuxième fois la partie script pour bien comprendre comment on fait. Et pareil, n'hésitez pas à venir poser des questions en commentaire. On va finir sur ça, de toute façon, on va tester et on va s'arrêter là. Donc, pour finir, la main caméra qui se balade ici dans la scène, on pense à la mettre dans le player, en enfant du player ici. Donc je l'ai drag and drop, je l'ai mis dans le player.
et on la sélectionne d'ailleurs et on la met bien en 0,0 partout, voilà. Hop, et on va juste la mettre à peu près 1,8, voilà, 1,8 mètres en hauteur. Voilà, ça correspond à peu près là où serait entre guillemets la tête du joueur. Et on la met en enfant du player parce que comme ça, quand le joueur va se déplacer, la caméra, vu qu'elle est enfant du joueur, elle va se déplacer avec lui. C'est pour ça que pour la rotation de la caméra, on n'a pas fait bouger la caméra, mais tout le joueur quand on veut regarder de gauche à droite. Comme ça, la caméra bouge avec le joueur, et le joueur aussi, et les armes du joueur aussi, et voilà, tout va bouger avec. Ça, c'est bon. On a bien la référence à main camera qui est donnée. Le caractère contrôleur est bien présent sur notre objet player. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir tester. On va se mettre en game. On peut double-cliquer sur l'onglet game ici pour mettre en grand. Et on lance la simulation. Voilà. Donc là, avec la souris, je peux monter et descendre. Alors là, la sensibilité est très rapide parce que c'est mon réglage de souris. On va changer ça juste après. Donc je peux regarder à droite, en haut, en bas. On voit bien que je ne peux pas aller plus haut. Là, je suis bloqué. Pareil en bas, hein, je suis bloqué. Je ne peux pas regarder derrière moi. Je peux tourner sur moi-même, à gauche, à droite. Et si j'appuie sur Z, on avance. Sur S, on recule. Sur D, je vais à droite. Sur Q, je vais à gauche. Donc je peux me déplacer comme ça. Voilà. Si j'appuie sur Shift, on voit qu'on va plus vite. Vous voyez, du coup, le damier au sol se déplace plus rapidement. Ça permet de bien évaluer le sentiment de vitesse. Pour pouvoir tester, c'est très pratique. Et si j'appuie sur Espace, notre joueur saute et retombe. Vous voyez, il a l'accélération verticale et l'accélération, enfin, verticale positive et négative. Il monte et il descend. Voilà. Et si j'appuie plusieurs fois sur Espace, ben, tant que je suis dans les airs, je ne peux pas sauter plus. Voilà. Dès que je suis sur le sol, ça saute. Mais si j'ai beau spam la barre espace, voilà, ça ne va pas plus haut. Et si je tombe, on tombe. Voilà. Là, la gravité s'applique correctement. Et là, on est parti pour une chute infinie. Voilà. Donc on peut appuyer sur échappe pour récupérer notre curseur, parce que je le rappelle, on l'a caché et bloqué au centre de l'écran. Donc on appuie sur échappe, ça le libère. Et là, on peut cliquer sur le carré pour terminer la simulation. Je vais juste baisser la sensibilité de ma souris parce que j'ai une sensibilité assez forte sur ma souris de base, enfin chez moi. Vous, après, vous faites vos réglages comme vous voulez. Voilà. Donc là, j'ai réduit ma sensibilité. C'est beaucoup plus agréable pour pouvoir tester. Voilà. Désormais, félicitations, vous avez un joueur qui est capable de se déplacer dans une scène en courant, en sautant et dans toutes les directions. Et il peut regarder autour de lui, etc. Donc là, vous pouvez vous amuser à partir de maintenant, si vous le souhaitez, à placer des objets dans la scène pour vous amuser à sauter dessus. Vous pouvez rajouter par exemple un cube. Euh, alors pas au centre, hein, voilà. On va le remettre 1, 0, 0, 0. Voilà. Et par exemple, on peut rajouter un cube là. Euh, Tant que le cube est sélectionné, si je fais CTRL D, ça duplique le cube. Je peux le redéplacer encore un peu. En même temps, CTRL, ça permet de le snap. Comme ça, il se déplace petit à petit. Et donc là, vous voyez mes cubes ici. Donc je suis là, je peux sauter sur un premier cube, sauter sur le deuxième cube. Et vous pouvez vous amuser à placer plein de cubes comme ça et faire un platformer, hein. N'hésitez pas à tester, à manipuler. Maintenant que vous avez un joueur qui est capable de se déplacer, n'hésitez pas à y toucher. Avant, bien sûr, toute chose, on va ajouter ici, on va push le caractère contrôleur, commit, voilà. Et cette fois-ci, on push tout sur la branche caractère, voilà. Donc là, tout est bien sauvegardé sur une branche à part. Donc maintenant, voilà, une fois que vous avez fait ça, n'hésitez pas. Là, vous pouvez y aller. Vous pouvez tester, vous pouvez casser des trucs et tout. Il n'y a aucun problème. Amusez-vous. Testez ce que vous voulez. Et comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe mal, vous pouvez supprimer les changes que vous allez avoir ici. Et tout redevient normal. Voilà. Donc, on va bien s'arrêter là pour cette vidéo. S'il y a énormément de choses qui ont été dites, une fois de plus, je me rends compte que plus j'avance dans les épisodes, moins ils raccourcissent, c'est catastrophique. Il y a tellement de choses à dire, c'est tellement passionnant. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous avez le moindre problème, je prendrai le temps d'y répondre sans aucun souci. Même si c'est des plus gros problèmes, auquel cas, je peux vous échanger directement mon Discord et comme ça, on peut en discuter directement sur Discord. Ça peut être très pratique aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, venez me voir. Je serai très heureux de pouvoir vous aider.
N'hésitez pas à re-regarder la vidéo, surtout sur la partie programmation, pour bien comprendre les différents éléments qu'on a mis en place, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Donc n'hésitez pas aussi à prendre des notes, etc., parce que c'est des éléments qu'on va redécouvrir un peu plus tard. Et de toute façon, à la fin de cette série-là, je vais faire une série orientée pure code. On va faire que du C# pour bien comprendre les variables, les types de variables, les fonctions, les boucles, les listes, les conditions. Voilà, je ferai vraiment genre une mini-série que sur la programmation C#, euh, histoire de bien comprendre, surtout pour les personnes qui viennent ici, qui n'ont absolument aucune connaissance en programmation. Ça va être un peu plus clair, parce que là pour l'instant j'essaie d'expliquer au mieux, mais il y a tellement de choses à dire, c'est très compliqué. Donc on va s'arrêter là, voilà, je vous dis à la prochaine, même heure, même jour pour la prochaine vidéo qui portera sur probablement un petit peu de level design pour commencer à tester le caractère dans de vraies situations euh, et peut-être un tout petit peu d'interaction avec le décor. On va voir, on va voir. Je vais bricoler quelque chose. J'ai une idée précise d'où est-ce que je veux amener ce tuto-là, mais je vais d'abord m'assurer que ce soit pas trop compliqué et voilà, donc on en reparlera prochain épisode où on commencera voilà, à voir un peu sûrement les interactions avec le décor, qu'on va continuer avec les inputs, clic gauche, clic droit pour taper, des choses comme ça. Voilà, on va commencer à regarder à ça gentiment. Et puis voilà, donc sur ce, bonne continuation. N'hésitez pas voilà, à venir me poser des questions si vous en avez. Rendez-vous vendredi prochain 17h30 pour la suite, pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, continuez de vous intéresser aux technologies, c'est tellement passionnant. Euh, et puis gros bisous.